À l'enterrement de mon mari, ma belle-fille avide a créé un scandale en disant « Ce sont des larmes de crocodile, elle ne devrait même pas pleurer. » Ce qui l'a fait taire, c'est le testament. Je suis heureuse que vous soyez ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin, et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez, pour que je vois jusqu'où mon histoire est allée. L'église était remplie de fleurs, des lys et des roses, les préférés de James. Leur doux parfum flottait dans l'air, mais tout ce que je sentais, c'était l'amertume du chagrin. Mes mains tremblaient alors que j'étais assise au premier rang, fixant le cercueil de mon mari. 50 ans de vie commune, envolés en un instant. « Tu vas bien, maman ?» demanda ma fille Émilie en me serrant la main, les yeux rougis par les larmes. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Que dire? James était parti, et aucun mot ne pouvait combler le vide qu'il avait laissé. Mon James, mon roc pendant un demi-siècle. Les gens arrivaient depuis le matin, d'anciens amis, des collègues, des voisins, tous vêtus de noir, le visage grave, offrant leurs condoléances. Certains me semblaient à peine familiers, des visages du passé que James avait gardés dans sa vie pendant que moi, comme beaucoup d'épouses, je m'effaçais. J'aperçus mon fils Michael entrer par la porte latérale, suivi de près par sa femme Rebecca. Mon cœur se serra à leur vue. Michael ressemblait tellement à son père grand, avec la même mâchoire carrée et les yeux doux, mais aujourd'hui, ses yeux étaient froids, distants. Rebecca le guidait d'une main dans le dos, habillée d'une robe noire de marque et d'un collier de perles plus approprié pour une réunion d'affaires que pour un enterrement. Il n'avait pas rendu visite à James à l'hôpital, pas une seule fois durant ces dernières semaines. Toujours trop occupé, trop d'excuses. « Je devrais aller saluer ton frère », ai-je chuchoté à Émilie. « Maman, non pas maintenant », répondit-elle, la voix tendue. Émilie et Michael ne s'étaient pas parlé depuis des mois, pas depuis la dispute concernant les soins médicaux de James. Rebecca avait insisté pour des soins palliatifs, tandis qu'Émilie voulait tenter un traitement expérimental. Les frères et sœurs avaient tracé leur ligne de guerre, et moi, je restais au milieu, regardant mon mari s'éteindre pendant que mes enfants se disputaient. La cérémonie commença. Le pasteur parla de la vie de James, de ses accomplissements, de son amour pour sa famille. Mais je n'écoutais presque pas, mon esprit était rempli de souvenirs. Notre mariage, la naissance de nos enfants, nos soirées tranquilles sur le porche à regarder le coucher du soleil, main dans la main, même après des décennies. Puis vint le moment pour la famille de prendre la parole. Émilie parla la première, sa voix tremblante alors qu'elle racontait les souvenirs de son père lui apprenant à faire du vélo, l'aidant pour ses projets de science, la conduisant à l'hôtel. Michael refusa de parler. Il resta assis, rigide, à côté de Rebecca, qui ne cessait de lui murmurer quelque chose à l'oreille. Enfin, ce fut mon tour. Mes jambes semblaient faites de plomb lorsque je me dirigeais vers le pupitre. Je regardais la mer de visages, certains familiers, beaucoup non. James était, ai-je commencé, la voix brisée. James était tout pour moi, mon mari, mon meilleur ami, mon partenaire en toutes choses. Les larmes coulèrent librement, et je ne tentais pas de les arrêter. 50 ans d'amour méritaient ces larmes. Nous avons eu nos épreuves comme tous les couples, poursuivis-je, mais nous les avons toujours affrontées ensemble. C'est ça, le mariage, se tenir côte à côte dans les bons comme les mauvais moments. Du coin de l'œil, je vis Rebecca se pencher pour chuchoter à l'oreille de la femme à côté d'elle, un rictus au coin des lèvres. J'essayais de me concentrer sur mes mots, sur l'hommage à rendre à James, mais ma voix trembla. Il va me manquer chaque jour pour le reste de ma vie, réussis-je à dire avant que les sanglots ne me submergent. Alors que je retournais à ma place, je l'entendis, la voix de Rebecca, pas vraiment un chuchotement, assez fort pour que les gens autour entendent. Regardez ces larmes de crocodile. Elle ne devrait même pas pleurer. Tout le monde sait qu'ils étaient pratiquement séparés. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Je suis restée figée, incapable de respirer, incapable de bouger. Des murmures choqués ont parcouru l'assemblée. Émilie s'est redressée à moitié, la colère sur le visage. « Comment ose-t-elle » murmura quelqu'un. Mais c'est la réaction de Michael qui m'a le plus blessée. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas corrigé sa femme. Il a juste détourné le regard, le visage rougi, pas de honte pour le comportement de Rebecca, mais de honte pour moi. Je suis quand même retournée à ma place, le corps engourdi. 50 ans de mariage réduits à des ragots et des mensonges le jour même de l'enterrement de mon mari, et mon propre fils restait silencieux pendant que sa femme déchirait mon deuil en public. Le reste de la cérémonie se passa dans un brouillard. Je n'ai pas entendu les prières finales ni les annonces sur la réception. Je ne sentais que les regards, les murmures, le jugement.
En quittant l'église, Rebecca marchait devant avec Michael, la tête haute. Elle s'est retournée une seule fois pour me regarder, un éclat de triomphe dans les yeux. Mais il restait encore une dernière épreuve, quelque chose que ni Rebecca ni Michael ne savaient. Le testament de James devait être lu immédiatement après la cérémonie, à sa demande expresse. Et malgré l'humiliation brûlante dans ma poitrine, je ne pus m'empêcher de ressentir une petite étincelle intérieure en voyant Rebecca parader devant moi. James avait toujours été un homme méthodique, et il avait vu clair en Rebecca bien avant moi. Nous avions un gala caritatif, expliqua Rebecca, sans même chercher à cacher son désintérêt pour sa nouvelle nièce. Tu sais à quel point ces contacts sont importants pour la carrière de Michael. Les événements de charité, les dîners d'affaires, les opportunités de réseautage, ils coïncidaient toujours avec les réunions de famille. Rebecca faisait en sorte que l'agenda de Michael soit constamment rempli, laissant peu de place aux visites ou aux appels. Puis vinrent les remarques, comme un poison distillé lentement dans l'oreille de Michael. Tes parents sont tellement figés dans leurs habitudes, disait-elle à portée de voix. Ils sont bien intentionnés, mais ils ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le monde aujourd'hui. Ou encore, c'est mignon que ta mère pense encore devoir s'occuper de toi. Certaines mères ne savent tout simplement pas lâcher prise, hein? Et le pire de tout, ils me font toujours sentir que je ne suis pas assez bien pour toi, comme si personne ne le serait jamais pour leur fils précieux. Au début, Michael nous défendait faiblement, puis plus du tout. Il était plus simple d'être d'accord, de garder la paix avec sa femme. Le véritable point de rupture est survenu lorsque James a été diagnostiqué d'un cancer, il y a 3 ans. Les médecins étaient optimistes, ils l'avaient détecté tôt, mais le traitement allait être agressif et coûteux. Nous devrions discuter des options de soins, dit Rebecca lors d'une réunion familiale tendue. Ces traitements vont épuiser vos économies de retraite. Et pourquoi? Quelques années de plus. Même Michael semblait choqué par sa froideur, mais Rebecca se reprit vite, des larmes aux yeux. Je suis juste inquiète pour vous deux, dit-elle en me serrant la main de ses doigts parfaitement manucurés. Je veux ce qu'il y a de mieux, et parfois cela signifie faire des choix difficiles. D'une façon ou d'une autre, elle transforma sa cruauté en inquiétude, et Michael, désespéré de croire que sa femme ne comptabilisait pas le coût de prolonger la vie de son père, accepta son explication. Quand James se remit après la première série de traitements, je vis la déception dans les yeux de Rebecca. Elle comptait sur la maladie pour avoir accès à nos économies, aussi modestes soient-elles. Les questions commencèrent peu après. Avions-nous mis à jour notre testament? La maison était-elle payée? Et l'assurance vie? Toutes posées avec une fausse désinvolture, comme si elle s'intéressait simplement à notre bien-être. James n'était pas dupe. Un soir, après un dîner familial tendu où Rebecca nous avait interrogés sur nos finances, il me prit la main et m'emmena dans son bureau. Je dois faire quelques changements, dit-il doucement en sortant un dossier rempli de documents juridiques. J'y pense depuis un moment. J'ai hoché la tête, comprenant immédiatement. Michael n'aimera pas ça. James poussa un soupir, semblant soudain plus vieux que ses 73 ans. Michael ne pense plus clairement, ça fait des années. Mais un jour, il verra la vérité, et ce jour-là, il faudra qu'il soit protégé. Le garçon que nous avons élevé est toujours là, Tab. Il est juste perdu pour l'instant. Au cours des mois suivants, James rencontra notre notaire plusieurs fois. Il ne me dit jamais les détails, juste qu'il remettait les choses en ordre. Quand le cancer revint l'année dernière, plus agressif, il semblait presque en paix. « Promets-moi quelque chose », dit-il un soir alors que j'étais assise à son chevet à l'hôpital. « Promets-moi de ne rien dire sur les changements dans le testament avant que je sois partie. » Rebecca essaiera juste de pousser Michael à le contester. « James, ne dis pas ça. Tu vas t'en sortir, encore une fois. » Il sourit, mais nous savions tous les deux que ce traitement ne fonctionnait pas. « Promets-moi, Tab. » J'ai promis. Et j'ai tenu cette promesse à travers ces mois terribles, à travers les soins palliatifs, à travers cet au revoir douloureux et prolongé. Je l'ai tenu quand Rebecca a cessé complètement de venir, prétextant que voir James alité était trop bouleversant. Je l'ai tenu quand Michael est venu seul, gêné, coupable, incapable de me regarder dans les yeux. Je l'ai tenu aux funérailles, même lorsque les mots cruels de Rebecca ont transpercé mon deuil. Je l'ai encore tenu lorsque nous sommes allés chez le notaire, où les dernières volontés de James allaient enfin être révélées. Rebecca était assise en face de moi maintenant, l'impatience clairement lisible sur son visage alors que nous attendions que le notaire prépare les documents. Elle vérifiait sans cesse sa montre, comme si elle avait mieux à faire. « Espérons que ça ne dure pas trop longtemps », murmura-t-elle à Michael.
Il faut qu'on commence à voir quoi faire avec la maison, le marché est favorable en ce moment. Michael hocha la tête distraitement, mais je vis une lueur d'inconfort dans son regard. Une toute petite part de lui était encore le garçon que James et moi avions élevé, le fils gentil et attentionné que les années sous l'influence de Rebecca avaient presque effacé. Le notaire entra, dossier en main, et Rebecca se redressa, son expression prenant une gravité de circonstance. Émilie était assise à côté de moi, sa main cherchant la mienne sous la table. « Avant de commencer, dit le notaire, Monsieur Holloway a laissé des instructions précises. Il y a une lettre qui doit être lue en premier. » Il me tendit une enveloppe, mon nom écrit de la main familière de James. Il a demandé que vous la lisiez à voix haute, Madame Holloway. Mes mains tremblaient lorsque je l'ouvris, me demandant quelle dernière parole mon mari avait laissée pour nous et quelle bombe allait exploser. Le papier semblait usé, comme s'il l'avait écrit et réécrit plusieurs fois avant de trouver les mots justes. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à lire. Ma chère famille. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai quitté ce monde pour ce qui vient après. Ne soyez pas tristes trop longtemps, nous savions tous que ce jour arriverait, et j'en ai fait la paix. Avant que Monsieur Donovan ne vous lise les détails juridiques de mon testament, je veux vous expliquer mes décisions. Tout au long de ma vie, j'ai essayé de faire ce qui était juste, pas ce qui était facile. Cet acte final ne fait pas exception. Tabitha, mon amour, tu m'as offert 50 années magnifiques. Tu as été à mes côtés dans la réussite comme dans l'échec, dans la santé comme dans la maladie. Tu étais mon ancre lorsque le monde semblait s'effondrer. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli, je te le dois. Michael, mon fils, j'ai regardé avec le cœur lourd pendant que tu t'éloignais des valeurs que ta mère et moi t'avons transmises. Je ne t'en veux pas, on perd tous notre chemin, parfois. J'espère qu'un jour tu te souviendras de qui tu es vraiment. Émilie, ma fille, merci pour ta force, surtout pendant ma maladie. Ta mère en aura besoin dans les jours à venir. J'ai fait des choix dans ce testament qui en surprendront certains. Ils n'ont pas été faits par colère ou par vengeance, mais avec lucidité et le cœur plein. J'ai construit quelque chose au cours de ma vie, et je veux m'assurer que cela servira le bon but après mon départ. Avec tout mon amour. Papa. Je repliai la lettre, la vue brouillée par les larmes. La pièce était silencieuse, à l'exception du tapotement agacé de Rebecca contre la table en bois verni. Maître Donovan, l'avocat de James depuis plus de 30 ans, s'éclaircit la gorge et ajusta ses lunettes. Nous allons maintenant procéder à la lecture officielle du testament de James Edward Holloway. Rebecca se redressa sur sa chaise, un léger sourire au coin des lèvres. Elle attrapa la main de Michael, la serra avec impatience. À mon épouse, Tabitha Ann Holloway, je lègue notre maison familiale située au 1423 Maple Street, libre de toute hypothèque ou charge, ainsi qu'une pension mensuelle de $4000 jusqu'à la fin de sa vie. J'hochai la tête. Je m'y attendais. Notre maison n'était pas luxueuse, mais elle était à nous, remplie de 50 années de souvenirs. À ma fille, Emily Claire Holloway Jensen, je lègue la somme de $100 000 ainsi que ma collection de livres en édition originale, qu'elle a toujours admirée. Emily laissa échapper un petit souffle de surprise à mes côtés. Ces livres avaient une valeur énorme, à la fois sentimentale et financière. À mon fils, Michael James Holloway, poursuivit Maître Donovan, je lègue la somme de $10 000. La tête de Rebecca se releva brusquement, son sourire s'effaça. C'est tout? Souffla-t-elle, furieuse. Michael resta figé, la confusion se lisant sur son visage. Maître Donovan leva la main pour signaler qu'il n'avait pas terminé. Cependant, j'ai créé un fonds fiduciaire de $250,000 au nom de mon petit-fils, Jacob Michael Holloway, destiné exclusivement à son éducation et à son bien-être. Que signifie exclusivement? Demanda Rebecca, agacée. Cela signifie, expliqua patiemment Maître Donovan, que les fonds ne peuvent être utilisés que pour des dépenses directement liées à l'éducation, la santé et les besoins essentiels de Jacob. Madame Holloway et moi-même sommes désignés comme co-administrateurs du fonds. Je vis le visage de Rebecca se crisper de colère. Elle comptait sur un héritage important, de l'argent qu'elle pourrait contrôler. Au lieu de cela, James s'était assuré que notre petit-fils serait pris en charge, mais d'une manière qu'elle ne pourrait pas l'exploiter. En ce qui concerne le reste de mon patrimoine, poursuivit Maître Donovan, y compris mes investissements, mes comptes de retraite et les revenus de ma police d'assurance vie, je le lègue à la Fondation James et Tabitha Holloway, que j'ai créée pour soutenir la recherche médicale sur le traitement du cancer pédiatrique. Rebecca se leva d'un bond. C'est ridicule. Il doit y avoir une erreur. Elle se tourna vers Michael.
Dis quelque chose, ce n'est pas légal. Michael avait l'air anéanti, comme s'il venait de recevoir une gifle. Papa a légué presque tout à une œuvre de charité? Maître Donovan hocha la tête. Monsieur Holloway a été très clair quant à ses volontés. Cette fondation, c'était un projet qu'il avait envisagé depuis des années avec Madame Holloway, depuis que votre sœur Sarah est décédée de la leucémie. Sarah. Notre fille aînée. La fille que nous avions perdue à seulement 7 ans. La douleur s'était estompée avec le temps, mais elle n'était jamais vraiment partie. James et moi avions souvent parlé de faire quelque chose de significatif en sa mémoire. Je n'avais simplement jamais su qu'il était passé à l'action. C'est inacceptable, balbutia Rebecca. Nous allons contester ce testament. Michael est son fils, il mérite sa part. Madame Holloway, répondit calmement Maître Donovan, je dois vous informer que Monsieur Holloway avait anticipé une contestation. Il a laissé une documentation très complète expliquant ses décisions, y compris des preuves détaillées de l'aide financière déjà apportée à Michael au fil des ans, totalisant plus de 300 000 $. Contester ce testament rendrait ces documents publics. Le visage de Michael devint livide, tous les prêts qu'il avait demandés au fil des années, de l'argent pour des projets jamais réalisés, pour la compte de la maison que Rebecca avait exigée, pour la voiture de luxe qu'elle jugeait indispensable à leur image. James n'avait jamais demandé de remboursement, mais il avait tout noté avec précision. Il n'a pas le droit de faire ça, murmura Rebecca, mais sa voix manquait désormais de conviction. C'est parfaitement légal, rétorqua Maître Donovan. Et, à mon avis professionnel, contester ce testament serait une erreur. Émilie glissa sa main dans la mienne. Je la serrai, reconnaissante pour son soutien. Je ne connaissais pas cette partie du plan de James, mais cela ne m'étonnait pas. Il avait toujours fait ce qu'il estimait juste, même lorsque c'était difficile. La réunion se termina peu après. Rebecca quitta la pièce en claquant la porte, sans dire un mot. Michael resta en arrière, l'air perdu. « Maman, dit-il d'une voix faible, je ne savais pas, pour la fondation, pour Sarah. Il y a beaucoup de choses que tu ignores, Michael, répondis-je doucement. Mais peut-être que maintenant, tu commenceras à poser les bonnes questions. » Il hocha lentement la tête, puis suivit sa femme vers la sortie. Alors qu'Émilie et moi rassemblions nos affaires, Maître Donovan me tendit une petite enveloppe. « Une dernière chose, dit-il. James m'a demandé de vous remettre ceci en privé. » À l'intérieur, il y avait une seule clé, et une note écrite de la main de James. « Pour quand tu seras prête? Avec tout mon amour, J. » Le lendemain matin, je me tenais dans ma cuisine, préparant machinalement du café. J'avais à peine dormi, mon esprit rejouait la colère de Rebecca, la confusion de Michael, et la mystérieuse clé posée sur le comptoir. Qu'avait donc prévu James sans m'en parler? Mon téléphone sonna, me tirant de mes pensées. Le nom d'Émilie apparut à l'écran. « Maman, tu as vu ce que Rebecca a posté? » Mon estomac se noua. Non. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle est sur Facebook. Elle dit à tout le monde que toi et papa l'avez manipulé pour qu'il change son testament pendant qu'il était malade. Elle affirme que vous avez profité de sa faiblesse pour punir Michael. Je m'écroulai sur une chaise de cuisine, submergée de fatigue. C'est absurde. James était lucide jusqu'au tout dernier jour. Je le sais, et toi aussi, dit Émilie, la voix serrée de colère. Mais elle se fait passer pour la victime et elle a tagué des membres de la famille, des amis. Je fermai les yeux. Un mal de tête montait. Laisse-la parler. Ceux qui connaissaient vraiment ton père ne croiront pas un mot. Mais les dégâts se propageaient déjà. En quelques heures, mon téléphone se mit à vibrer sans arrêt, des messages, des appels de proches et de connaissances, certains m'offrant leur soutien, d'autres remettant en question les décisions de James. Quelques-uns ont même suggéré que je fasse ce qui est juste et partage l'héritage avec Michael. Comme si c'était prévu, la sonnette retentit. À travers le Judas, je vis Michael debout sur le porche, seul. Il avait l'air épuisé, mal rasé, des cernes sombres sous les yeux. J'hésitai, puis j'ouvris la porte. « Maman, dit-il d'une voix lasse, il faut qu'on parle. » Je le fis entrer, lui indiquant le salon d'un geste. Il s'assit au bord du canapé, mal à l'aise dans la maison de son enfance. « Rebecca veut que je conteste le testament, lâcha-t-il. Elle dit que papa n'était plus lucide à cause des médicaments. Elle affirme qu'on peut prouver qu'il a été manipulé. Par moi, tu veux dire? Dis-je d'un ton neutre. Michael eut la décence de baisser les yeux. J'ai pas dit ça. Mais elle, oui. Il passa une main dans ses cheveux.
un geste si semblable à James que mon cœur se serra. Elle est en colère. On comptait sur l'héritage pour régler quelques dettes. Quel genre de dettes, Michael? Il détourna le regard. Rebecca a des goûts coûteux. Et ses projets professionnels n'ont pas eu le succès qu'elle prétend. Donc elle t'a épousé en pensant que l'argent de ton père réglerait ses problèmes. C'est pas juste, maman. Ah bon? Et c'était quand, la dernière fois qu'elle a montré un réel intérêt pour ton père? Pour moi. Pour cette famille. Il ne répondit pas. Ce silence était une réponse en soi. Ton père t'aimait, Michael, mais il n'était pas aveugle. Il voyait ce qui se passait, comment Rebecca t'isolait, comment elle cherchait sans cesse à obtenir de l'argent. Papa aurait pu m'en parler s'il s'inquiétait, dit Michael, faiblement. Et tu l'aurais écouté? Ai-je répliqué. Ou tu serais allé tout raconter à Rebecca, qui t'aurait convaincu qu'on exagérait encore une fois. Son silence confirma ce que je savais déjà. Si tu contestes le testament, dis-je calmement, tu perdras et tu détruiras ce qu'il reste de notre relation. C'est vraiment ce que tu veux? Non, murmura-t-il. Mais je ne sais pas quoi faire. Rebecca est furieuse, elle dit que je dois choisir entre elle et toi. Mon cœur se brisa pour mon fils, piégé dans un mariage fait de manipulation et de contrôle. Ce n'est pas de l'amour, Michael. C'est de la possession. Il se leva brusquement. Je dois y aller. Je voulais juste te voir. Michael, l'appelai-je alors qu'il atteignait la porte. Ton père t'a laissé quelque chose qui n'est pas dans le testament. Il se retourna, confus. Quoi? Une chance de te souvenir de qui tu es vraiment. Après son départ, je restai seule dans la maison silencieuse, entourée des souvenirs de James. Son fauteuil préféré, encore marqué par la forme de son corps. Sa collection de trains miniatures. Les photos de famille retraçant notre vie. Je repris la clé mystérieuse entre mes mains, la faisant tourner lentement. Qu'est-ce que James voulait que je découvre? Ce soir-là, alors que je triais des cartes de condoléances, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, c'était Rebecca. Parfaitement apprêtée, dans un tailleur hors de prix, le visage figé dans une expression faussement bienveillante. Tabitha, dit-elle d'une voix mielleuse, je pense qu'on devrait parler entre femmes. J'ai failli lui claquer la porte au nez, mais la curiosité l'emporta. Je me décalai pour la laisser entrer. Elle observa le salon, évaluant chaque détail avec un regard critique. Cette maison a tellement de potentiel, dit-elle. Avec quelques rénovations bien pensées, elle pourrait valoir une fortune. Elle n'est pas à vendre, répondis-je sèchement. Son sourire ne toucha pas ses yeux. Bien sûr que non, mais soyons réalistes. Cette maison est bien trop grande pour vous seul, et l'entretenir va coûter cher. Je m'en sortirai. Elle s'assit sans y être invitée, croisant les jambes avec élégance. Je vais être directe. Michael mérite sa part de l'héritage de son père. James n'était pas lucide quand il a modifié le testament. Si vous acceptez de le contester avec nous, on pourrait trouver un accord avantageux pour tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire vous, répondis-je. Son sourire se crispa. Cette fondation est une belle idée, mais la charité commence à la maison, vous ne croyez pas? Michael est le fils de James, son unique fils. James savait exactement ce qu'il faisait, Rebecca. Et vous aussi. Vous ne vous êtes jamais soucié de cette famille, seulement de ce que vous pouviez en tirer. Sa façade se fissura, ne serait-ce qu'un instant. Vous ne m'avez jamais aimé. Vous avez monté Michael contre moi depuis le début. Non, Rebecca. Vous vous êtes détruite toute seule. Elle se leva, lissa sa jupe. Très bien. Faites comme bon vous semble. Mais souvenez-vous de ceci, Michael me choisira. Il l'a toujours fait. Et quand il le fera, vous serez complètement seul. Après son départ, je m'assis dans le fauteuil de James, sentant le poids de sa menace. Avait-elle raison? Michael allait-il encore une fois la choisir, comme il l'avait toujours fait? L'idée de perdre définitivement mon fils me transperça la poitrine. Cette nuit-là, j'ai rêvé de James. Nous étions jeunes à nouveau, marchant sur la plage où nous avions passé notre lune de miel. Fais-moi confiance, dit James dans le rêve, avec ce sourire que je connaissais par cœur. Tout ira bien. Je me réveillai les larmes aux yeux, mais en paix. Quoi qu'il arrive, j'allais l'affronter avec la force que James avait toujours vue en moi. Le lendemain matin, je reçus un message de Michael. Rebecca veut qu'on parte vivre dans un autre état. Elle dit qu'il n'y a plus rien pour nous ici. Mon cœur se serra.
C'était donc ça, son plan. Éloigner physiquement Michael de moi. Le couper de toute influence. Parachever l'isolement qu'elle préparait depuis des années. Je fixai le téléphone, sans savoir quoi répondre. Puis mes yeux tombèrent sur la clé mystérieuse que James m'avait laissée. Il était temps de découvrir ce qu'elle ouvrait. Dans notre placard, derrière les costumes de James, se trouvait un petit coffre-fort que je n'avais jamais vraiment remarqué. James y rangeait les papiers importants, mais je lui laissais toujours gérer ça. Avec des doigts tremblants, j'insérai la clé dans la serrure. À l'intérieur se trouvait une enveloppe Kraft portant mon nom. Et en l'ouvrant, je compris enfin le dernier cadeau de James pour moi, et pour Michael. C'étaient des preuves. Des preuves accablantes qui allaient tout changer. Avec les mains tremblantes, j'étalai le contenu de l'enveloppe sur la table à manger. La même table où nous partagions autrefois des repas, fêtions des anniversaires, jouions aux jeux de société les dimanches pluvieux. Maintenant, elle portait les preuves de la trahison de Rebecca. Des relevés bancaires montrant de gros retraits des comptes de Michael, transférés vers des comptes uniquement au nom de Rebecca. Des relevés de cartes de crédit révélant des achats de luxe alors qu'elle prétendait qu'ils étaient en difficulté financière. Des captures d'écran de messages privés entre Rebecca et ses amis, où elle se moquait de notre famille, appelait James et moi des distributeurs automatiques. Et discutait de comment elle comptait encaisser après la mort de James. Le plus accablant de tous les documents était une lettre de consultation avec un avocat spécialisé en divorce, datée d'Aix en grave peine 3 mois. Rebecca avait prévu de quitter Michael une fois qu'elle aurait obtenu ce qu'elle pensait être un héritage conséquent. Je m'effondrai sur une chaise, le cœur brisé pour mon fils. Comment allais-je lui dire? Devais-je seulement le faire? James m'avait laissé ses preuves, mais les utiliser anéantirait Michael. Pourtant, les cacher pourrait le condamner à des années supplémentaires de manipulation par Rebecca. Avant que je puisse décider, la sonnette retentit à nouveau. Je rassemblai rapidement les papiers, les remis dans l'enveloppe, puis allai ouvrir. C'était Michael, encore plus défait que la veille, les yeux rougis, les vêtements froissés. « Maman, dit-il d'une voix vide, je peux entrer ?» Je me décalai, remarquant la petite valise posée à ses pieds. Que s'est-il passé? Il passa devant moi, alla s'asseoir lourdement sur le canapé, comme si ses jambes ne le portaient plus. Rebecca et moi, on s'est disputé. Gravement. Je m'assis à côté de lui, attendant. Elle veut que je coupe tout lien avec toi. Elle dit, soit je la choisis, soit je te choisis, toi. Il passa une main dans ses cheveux en bataille, puis ajouta. Et quand j'ai hésité à répondre tout de suite, elle a dit des choses. Quelles choses, Michael? Il leva les yeux, brillants de larmes retenues. Qu'elle n'avait jamais vraiment aimé papa. Qu'elle attendait juste qu'il meure pour qu'on touche l'argent. Que toi et moi, on n'était que des tremplins vers le style de vie qu'elle méritait. Je pris une inspiration lente et profonde. Et qu'as-tu répondu? Je suis parti. Il montra la valise du menton. J'ai pris quelques affaires et je suis parti. Je ne savais pas où aller. Malgré tout, mon cœur se gonfla d'un espoir timide. Pour la première fois depuis des années, Michael m'avait choisi, moi, au lieu de Rebecca. Mais je savais que ce n'était pas aussi simple. Rebecca ne le laisserait pas partir sans se battre. Tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire, dis-je doucement. Il hocha la tête, puis remarqua l'enveloppe posée sur la table basse. C'est quoi, ça? J'hésitais. Était-ce le bon moment? Est-ce que cela allait le repousser à nouveau? Mais en regardant mon fils, le voyant vraiment pour la première fois depuis des années, vulnérable et blessé, je sus que je devais lui faire confiance. Ton père m'a laissé ça, répondis-je en ouvrant l'enveloppe. Je pense qu'il voulait que je l'utilise, si nécessaire. Silencieusement, je lui tendis les documents. Je regardais son visage pendant qu'il lisait, le choc, l'incrédulité, la colère, puis une tristesse profonde et écrasante. Comment papa a eu tout ça? Murmura-t-il. Je ne sais pas. Il ne m'a jamais parlé de tout ça. Michael posa les papiers doucement, comme s'il risquait de le brûler. Tout ce temps, dit-il, la voix brisée. Tout ce temps, je l'ai défendue. J'ai choisi Rebecca plutôt que toi et papa. Je l'ai cru quand elle disait que vous essayiez de me contrôler. Que vous ne vouliez pas mon bonheur. Elle était très convaincante, dis-je doucement. Ce n'est pas une excuse. Il se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas. J'aurais dû le voir. J'aurais dû savoir qui elle était vraiment. Michael. Non, maman. J'étais aveugle. Volontairement aveugle. Et je vous ai blessé,
Toi et papa, à cause de ça. Je traversai la pièce et lui pris les mains, des mains si semblables à celles de James, fortes, capables. Ton père n'a jamais cessé de t'aimer. Et moi non plus. Ses épaules s'affaissèrent. Comment peux-tu me pardonner aussi facilement? Parce que c'est ce que font les parents, répondis-je en serrant ses mains. Et parce que je sais que le vrai toi est toujours là, le garçon que ton père et moi avons élevé. Gentil. Attentionné. Honnête. Rebecca ne l'a pas détruit. Elle l'a juste enterré pendant un moment. Michael me serra dans ses bras, un geste qu'il n'avait pas eu depuis des années. Pendant un moment, nous restâmes là, mère et fils, commençant enfin le long processus de guérison. Ce soir-là, après que Michael se soit installé dans sa vieille chambre, je m'assis dans le fauteuil de James, sentant sa présence autour de moi. Tu savais, n'est-ce pas? Murmurai-je dans la pièce vide. Tu savais qu'elle irait trop loin, tôt ou tard. Le lendemain matin, autour d'un café, Michael et moi entamâmes la conversation difficile sur ce qui allait suivre. Il était déterminé à demander le divorce, mais inquiet pour Jacob. Rebecca va essayer de s'en servir contre moi, dit-il. Elle m'a déjà menacé de limiter mon accès à lui si je ne fais pas ce qu'elle veut. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone sonna. C'était Emily. Maman, tu as vu Facebook? Demanda-t-elle sans détour. Rebecca publie des horreurs sur Michael, elle dit qu'il l'a abandonné, elle et Jacob. Elle raconte à tout le monde qu'il est mentalement instable. Qu'il a besoin d'aide. Le visage de Michael se durcit lorsque je lui transmis le message d'Emily. C'en est trop, dit-il. Je ne vais plus la laisser contrôler le récit. Il sortit son téléphone et commença à taper furieusement. Je le regardais, ce fils qui avait été si passif pendant si longtemps, enfin prendre position. J'ai été silencieux trop longtemps, lut-il à voix haute en tapant. Par respect pour mon père et ma famille, j'ai laissé les rumeurs et accusations sans réponse. Mais je ne peux plus rester silencieux. La vérité, c'est que mon mariage repose sur la tromperie et la manipulation. Ma femme m'a épousé pour l'argent, pas par amour. Mes parents ont vu ce que je refusais de voir. Papa, si tu m'entends, je comprends enfin ce que tu essayais de me dire. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps. Il appuya sur publier, puis leva les yeux vers moi. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. En quelques minutes, son téléphone explosa de notifications. Des amis exprimant leur soutien. Des proches proposant de l'aide. Et bien sûr, une avalanche de textos furieux de Rebecca. Elle menace d'emmener Jacob et de partir dans un autre état, dit Michael, la voix tendue. Elle dit que je ne le reverrai jamais. Je pensais aux preuves contenues dans l'enveloppe. Les fraudes financières. Le divorce planifié. Les messages privés dévoilant le vrai visage de Rebecca. James nous avait tout laissé. Tout ce dont nous avions besoin. Elle n'emmènera Jacob nulle part, dis-je avec une détermination nouvelle. Ton père a veillé à cela. Michael me regarda, une lueur d'espoir dans les yeux pour la première fois depuis des jours. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que James Holloway a toujours eu 3 coups d'avance sur tout le monde, répondis-je en attrapant l'enveloppe. Et qu'il nous a laissé une feuille de route pour affronter Rebecca. Alors que je déroulais le plan que James avait préparé avant sa mort. Je sentis une chaleur m'envahir. Mon mari était parti. Mais son amour et sa protection étaient encore là. Autour de nous. Il savait que ce jour viendrait. Et il s'y était préparé avec la minutie qui le caractérisait. Pour la première fois depuis le diagnostic de James, je sentis le poids sur mes épaules s'alléger. Nous avions encore un long chemin à parcourir, mais nous allions le faire ensemble. Mère et fils. Avec la sagesse de James pour nous guider. Rebecca nous avait tous sous-estimés. James, avec sa clairvoyance silencieuse. Moi, avec ma patience et ma force. Et Michael, dont le vrai caractère refaisait enfin surface. Son règne de manipulation était terminé. Ce soir-là, alors que Michael et moi feuilletions de vieux albums de famille, mon téléphone sonna. Un message de Maître Donovan. Dossier déposé selon les instructions de James. Date d'audience fixée pour la garde. Rebecca a été notifiée. Michael et moi échangions un regard teinté d'un optimisme prudent. La bataille n'était pas finie, mais pour la première fois, nous la menions ensemble. 1 an après les funérailles de James, je me tenais dans notre jardin, observant Jacob courir après un papillon sur l'herbe fraîchement tondue. Mon petit-fils avait eu 8 ans le mois dernier, avec une fête d'anniversaire qui avait réuni notre famille en voie de guérison. Michael retournait des burgers sur le barbecue que James aimait tant.
tandis qu'Emily préparait un plateau de fruits frais. Les 12 derniers mois avaient été difficiles, mais transformationnels. Rebecca ne s'était pas rendue sans combat. Elle avait mené la procédure de divorce avec une férocité qui avait choqué même ses proches. Diffusant des mensonges sur la santé mentale de Michael. Prétendant faire face à des difficultés financières. Et tentant même de monter Jacob contre son père. Mais les preuves laissées par James avaient été décisives. Les relevés bancaires prouvant les malversations de Rebecca. La consultation avec l'avocat spécialisé en divorce. Et les messages accablants où elle décrivait ses plans pour quitter Michael après avoir sécurisé l'héritage. Il peignait le portrait clair d'une femme calculatrice, qui s'était mariée pour l'argent, pas par amour. Le juge avait accordé la garde principale à Michael, avec un droit de visite supervisé pour Rebecca, jusqu'à ce qu'elle termine une thérapie. Peu après, elle avait quitté l'État, s'installant en Californie avec un nouveau compagnon. Ses visites à Jacob étaient devenues de plus en plus rares. « Maman !» appela Michael depuis le barbecue. « C'est presque prêt. » Je hochai la tête en souriant, le regardant retourner un burger exactement comme James lui avait appris. Mon fils avait tellement changé au cours de l'année. Il s'était libéré de la coquille passive que Rebecca lui avait imposée. Le vrai Michael, attentionné, gentil, confiant, était de retour. Il avait emménagé dans une petite maison à 3 rues de chez moi. Assez proche pour que Jacob puisse venir à pied après l'école. Notre relation avait guéri lentement, douloureusement parfois. Mais nous avions tenu bon comme James l'aurait voulu. « Mamie, regarde !» cria Jacob en brandissant une chenille. « On peut la mettre dans un bocal et la regarder devenir un papillon ? » « Bien sûr, mon chéri, répondis-je. Ton grand-père aurait adoré ça. Il avait toujours des bocaux avec des bestioles bizarres quand ton papa était petit. » Jacob sourit, dévoilant une dent manquante. Papa dit que Papy James connaissait tout sur la nature. Il en savait beaucoup, répondis-je avec tendresse. Sentant cette douleur familière qui apparaissait à chaque mention de James. Elle s'était adoucie avec le temps, passant de coups de poignard à cicatrices sensibles. Comme une vieille blessure qui se réveille quand il fait froid. Après le déjeuner, pendant que les enfants jouaient à un jeu de société sur la terrasse, Michael m'aida à débarrasser. Nous travaillions en silence, paisiblement, jusqu'à ce qu'il parle. J'ai trouvé quelque chose hier, en triant de vieilles boîtes dans le garage. Il sortit de sa poche un petit carnet en cuir usé. Je crois que c'est le journal de papa. Mon cœur manqua un battement. Je le reconnus immédiatement. James l'avait emporté partout pendant la dernière année de sa vie, y notant ses pensées, ses observations. Je pensais qu'il avait été perdu. « Tu l'as lu ?» demandai-je. Michael secoua la tête. « Non. Je ne pouvais pas sans toi. » Nous nous assîmes à la table de la cuisine, le journal posé entre nous. Avec des doigts tremblants, j'ouvris à la première page, datée peu après le diagnostic de James. « Je pense beaucoup à l'héritage », avait écrit James, dans son écriture penchée familière. Pas l'argent ou les biens, ce ne sont que des choses. Le vrai héritage, ce sont les valeurs qu'on transmet, les leçons qu'on enseigne, l'amour qu'on partage, et qui continue après nous. Je lus à voix haute, la voix douce. Michael écoutait attentivement, essuyant de temps à autre une larme. Page après page, le journal révélait les pensées de James pendant ces derniers mois. Ses inquiétudes pour Michael. Sa fierté envers Emily. Son amour indéfectible pour moi. Et ses plans méticuleux pour nous protéger après son départ. Vers la fin du journal, une entrée se détacha. Tabitha pense que je suis trop dure dans le testament. Elle croit que Michael finira par voir clair en Rebecca, sans intervention. Peut-être a-t-elle raison, elle a souvent raison sur ce genre de choses. Mais je ne peux pas prendre ce risque. J'ai vu la douleur dans les yeux de mon fils, la manière dont il est déchiré entre les exigences de sa femme et son amour pour sa famille. Je dois lui offrir un chemin clair pour revenir vers nous, même si cela signifie faire des choix difficiles maintenant. Je dois croire que le jeune homme que Tabitha et moi avons élevé est toujours là, en train de se battre pour sortir. Et quand il y arrivera, nous serons là, bras ouverts, prêts à l'accueillir. Les épaules de Michael furent secouées de sanglots silencieux. Il savait, murmura-t-il. Il savait que j'étais piégée. Et il a trouvé le moyen de me libérer. Je tendis la main à travers la table pour prendre la sienne. Ton père voyait toujours plus de choses qu'il ne le disait. Et il croyait en toi-même quand toi-même tu n'y croyais plus. Ce soir-là,
alors que le soleil se couchait sur le jardin où James et moi avions passé tant de soirées d'été. Je m'assis seule sur la balançoire qu'il avait construite il y a des décennies. Le journal reposait sur mes genoux, ouvert à la toute dernière page, daté de seulement 3 jours avant sa mort. Ma très chère Tabitha, tu trouveras cette lettre un jour, quand le moment sera venu. Mon amour, tu as été mon cœur, mon âme, mon souffle même pendant 50 ans. Lorsque tu liras ceci, je ne serai plus là, mais sache que mon amour pour toi continue au-delà de cette vie. La chose la plus difficile en partant, c'est de savoir que je ne verrai plus ton sourire, que je ne sentirai plus ta main, que je n'entendrai plus ton rire. Mais je pars en paix, en sachant que j'ai fait tout ce que je pouvais pour protéger notre famille. Souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit au sujet du jardinage. Parfois, il faut tailler les branches malades pour que les saines puissent s'épanouir. Rebecca était la maladie, une menace pour notre arbre généalogique. Lorsque tu liras ceci, la taille aura été faite, et la guérison aura commencé. Aie confiance dans le processus, mon amour. Aie confiance en Michael. Et surtout, aie confiance en toi. Tu es plus forte que tu ne le crois. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Avec tout mon amour. James. Les larmes coulaient librement sur mes joues lorsque je refermai le journal. La balançoire du porche grinça doucement, presque comme si James était là, à côté de moi, la poussant doucement du pied, comme il le faisait toujours. « Mamie ?» dit une petite voix, me tirant de ma rêverie. Jacob se tenait dans l'encadrement de la porte, en pyjama, son ours en peluche coincé sous un bras. « Papa a dit que je pouvais dormir chez toi ce soir. C'est d'accord ?» J'essuyai mes larmes et lui souris. « Bien sûr que c'est d'accord. Tu peux dormir dans la chambre d'amis. Ou bien. » J'hésitai, puis ajoutai. « Tu peux dormir dans le bureau de papy. Sur le canapé lit. » Il disait toujours que c'était le meilleur endroit de la maison pour dormir. Le visage de Jacob s'illumina. « Vraiment ? Dans la pièce spéciale de papy ? Vraiment. Je pense que ça lui plairait. » Après avoir bordé Jacob sur le canapé lit, entouré des livres et trains miniatures de James, je m'arrêtai dans l'embrasure de la porte. La tête ébouriffée de mon petit-fils reposait sur le même oreiller où James avait fait tant de siestes. Le cycle de la vie se poursuivait, malgré le deuil et la perte. Michael apparut à mes côtés, regardant son fils dormir. « Merci, maman, murmura-t-il. Pour tout. » Je me penchai contre lui, puisai de la force dans sa présence. « Ton père serait tellement fier de toi, de nous tous. » Ensemble, nous refermâmes doucement la porte du bureau et retournâmes sur le porche. La nuit était douce, le ciel dégagé, rempli d'étoiles. James adorait les nuits comme celle-ci. « Tu crois qu'il savait comment tout ça finirait ?» demanda Michael, les yeux levés vers les constellations que son père lui avait appris à reconnaître quand il était enfant. Je pensais au journal, à la planification minutieuse de James, à la manière dont il avait orchestré son ultime acte d'amour depuis l'au-delà. « Oui, » répondis-je avec certitude. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il l'a toujours su. Alors que nous restions là, en silence, je sentis une paix profonde m'envahir. La douleur de perdre James ne disparaîtrait jamais complètement. Mais elle s'était transformée en quelque chose de beau. Une famille renouvelée, plus forte qu'avant, unie par un amour qui transcendait même la mort. Le dernier acte d'amour de James n'était pas son testament, mais le chemin qu'il avait tracé pour nous, nous guidant les uns vers les autres, au moment où nous en avions le plus besoin. Et pour cela, je lui serai éternellement reconnaissante.